Pour les plus jeunes d'entre nous, nous sommes nés avec la télé et Internet, donc on a baigné dans un océan de publicité que nos parents et grands-parents ont découvert quand ils étaient déjà plus vieux. Et si on pense être vaccinés, nous, contre le racolage des marques pour nous faire acheter leurs produits, eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, je vous propose une petite piqûre de rappel qui fait que la F1 peut continuer de nous faire vibrer chaque week-end de Grand Prix sur le sponsoring, ses enjeux et son influence sur nos comportements de consommateurs. Le sponsoring est le fait de soutenir une personne ou une entreprise financièrement ou matériellement en échange de visibilité. Rien de très fameux, hein, une entreprise X est très connue dans un domaine et il s'avère qu'une entreprise Y voudrait pouvoir profiter de cette visibilité à des fins lucratives. Une entreprise, son but c'est de gagner de l'argent, en premier lieu, ça c'est d'être rentable, c'est pas mal, faut pas confondre le but et la manière d'atteindre le but. Enfin bon, bref. En Formule 1, le sponsoring représente au moins un tiers du budget dans une équipe et c'est généralement la deuxième source de revenus après la redistribution du cash prize obtenu en fonction de son classement. Évidemment, cela varie d'une équipe à l'autre, mais sans sponsor, la Formule 1 ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ray-Ban, marque de lunettes et sponsor de Ferrari, lâche environ 10 millions de dollars par an pour y apposer un autocollant sur la voiture rouge, plutôt bien visible en plus. Mais ça fait tout de même cher l'autocollant. Et vous serez probablement d'accord avec moi sur le fait que il existe des dizaines, voire des centaines d'autres façons d'avoir beaucoup de visibilité pour beaucoup moins cher et dont le but final est de vendre toujours plus de lunettes. Quand même, la fin, c'est ça. Mais alors, s'il y a toutes ces marques en Formule 1 qui dépensent littéralement des dizaines de millions d'euros par saison, c'est pas juste pour le kiff du patron de la boîte qui est fan de F1 ou pour le plaisir de balancer du pognon par les fenêtres. Ça n'existe pas. Ça, je vous rassure tout de suite, ça n'existe pas. Aujourd'hui, l'équipe de F1 qui a le plus de sponsors en 2021, c'est McLaren avec 42 marques sur la voiture, les combinaisons et les casques des pilotes. Et probablement sur quelques autres endroits comme le motorhome ou le camion, accessoirement. 42 marques, 42. On est très très loin des marques qui étaient au nombre de 5 en 88 sur les McLaren de Prost et de Senna. Mais alors pourquoi? Est-ce que c'est juste parce que le monde a changé en 40 ans et s'est beaucoup développé? Pas seulement, au-delà de la livrée iconique rouge et blanche de ces voitures qui sont rentrées dans l'histoire et que l'on reconnaît au premier coup d'œil, se cache une marque de tabac, Marlboro. Plus c'est gros et plus ça passe. La voiture est littéralement un paquet de clopes quand le camion est tout simplement une cartouche de 10 paquets. Aujourd'hui, on a presque la même chose avec Red Bull, qui fut un temps arboré très clairement une livrée digne du canette, pour finalement rentrer un peu plus dans le moule du sport auto moderne et avoir une livrée simple, qui change peu, mais qui est tout le temps immédiatement reconnaissable. Alors, est-ce que la MP44 et la Red Bull RB1 sont directement responsables respectivement de l'achat de cigarettes et de boissons énergisantes à elles seules? Non, probablement pas, et on se sert un peu plus de notre cerveau au lieu de tout le temps écouter notre instinct primitif et nos pulsions. Ce qui, parfois, n'est pas un mal, bien au contraire. Et vous me le confirmez avec ce sondage et dans vos réponses à ce tweet volontairement un peu provoque, je vais l'admettre, de savoir si un autocollant sur une voiture peut déclencher chez vous un achat. Et vous êtes tout de même 20% à le reconnaître, ce qui est plus que ce à quoi je m'attendais. Vraiment, pour être honnête, voilà, c'est un peu plus supérieur à ce que l'on admet, on va dire, en général. Alors je vous rassure, les 20%, vous n'êtes pas des pigeons, contrairement à ce que certains pourraient vous qualifier. Vous avez vu quelque chose qui vous a donné une envie et vous avez voulu l'obtenir. En fait, c'est un comportement qui est totalement normal. Celui qui vous traite de pigeon, soit c'est un moine tibétain qui ne possède rien et encore il a autre chose à faire, soit c'est quelqu'un qui achètera après plus de réflexion. Mais dans tous les cas, en fait, finalement, le résultat est le même, puisqu'il y a achat. Enfin bref, je vous laisse faire votre propre débat dans les commentaires et vous me ferez un petit peu de référencement. Merci. Parmi quelques réponses, d'ailleurs, j'en ai retenu quelques-unes assez intéressantes et qui en dit long sur ce qu'est véritablement la Formule 1, dont celle-ci. Les 3/4 des marques, on ne les connaît pas. Et c'est vrai ça, RCI, Cognizant, Citrix, Weichai, Orlen, Acronis ou encore CrowdStrike. Vous les voyez un week-end sur deux et pour certains depuis plusieurs années, et si vous reconnaissez instantanément le logo et l'écurie qui est associée, vous êtes incapable de savoir ce que cette marque fait. Au mieux, vous en connaissez quelques-unes car vous avez un centre d'intérêt ou un job dans une entreprise concurrente sur le même marché. Effectivement, beaucoup de sponsors en F1 sont des marques et des entreprises qui évoluent sur un marché B2B, business to business. Une entreprise vend un produit ou un service à une autre entreprise. Airbus, par exemple, vend des avions à des entreprises qui exploitent ces avions, les compagnies aériennes. Voilà, c'est rare de voir quelqu'un se coincer chez Airbus acheter un A380. À quoi ça sert puisqu'une entreprise, c'est pas un être humain qui regarde un Grand Prix.
En fait, si, en quelque sorte, car au-delà du sport, il y a ce qu'il se passe sur la piste, mais il y a aussi le fait que la F1 soit un lieu d'échange. Quand Dorilton Capital, le fonds d'investissement new-yorkais, rachète Williams, ils le font probablement pour le côté sportif et aussi parce que les nouvelles règles financières vont rendre les écuries de F1 rentables à terme, ce qui leur fera gagner de l'argent. Mais ils ont racheté l'écurie aussi pour une chose, avoir un pied-à-terre d'exception pour leurs clients et leurs partenaires sur 23 destinations prestigieuses dans le monde, le paddock de Formule 1. Ils vont pouvoir non seulement fidéliser leurs clients et partenaires existants, mais en plus ils vont pouvoir en acquérir de nouveaux à l'international, Monaco, Singapour, Abu Dhabi, Bakou et j'en passe, même sur les circuits paumés au milieu de nulle part, vous êtes dans l'exception du paddock. Cela restera une expérience exceptionnelle pour leurs clients, partenaires et même peut-être pour leurs meilleurs employés, tout simplement pour les récompenser. Ces entreprises renforcent donc leur image de prestige, d'exception et de tout ce qui caractérise, on va dire, la Formule 1 pour leurs clients et leurs futurs clients. Car dans un paddock, il y a aussi un public, finalement, fortuné, oui, dont des entreprises qui se parlent entre elles. Et contrairement au foot où l'on passe 15 minutes au buffet à la mi-temps en loge ou 45 minutes après le match à discuter avant de rentrer chez soi, en F1 c'est au minimum une demi-journée, voire tout un week-end. Ça laisse quand même le temps de discuter et de kiffer finalement. Non? Si, quand même, c'est pas mal. Et pour les autres marques que l'on connaît et dont on peut acheter les services ou les produits, alors comment ça se passe? Si votre habitude c'est d'aller à Carrefour ou Auchan pour faire vos courses, il y a peu de chances que vous changez de cette habitude, on va dire, pour aller chez Intermarché, parce que vous avez vu cette marque sur la voiture d'un Français qui fait une belle performance en Formule 2. Le but n'est donc pas de vendre ou de changer directement votre comportement, un des buts du sponsoring c'est d'imprimer votre subconscient pour qu'au moment de faire un choix, vous choisissiez la marque que vous avez vue sur la voiture par rapport à une autre. Prenons l'exemple du Coq Sportif, sponsor de Renault, Alpine désormais. Les polos coûtent dans le même ordre de prix que des polos d'une marque comme Lacoste, donc on pourrait débattre sur la qualité du style, machin, etc. Mais à la fin, admettons qu'on reste indécis face à ce choix. Disons que c'est kiff-kiff entre ces deux marques et entre les deux produits qu'on aimerait acheter. Le critère présent en Formule 1 arrive en dernier si on n'a pas pu départager les deux marques selon leur prix, leurs caractéristiques, etc. C'est l'affect qui va généralement faire basculer le choix, donc vous vous dirigez vers le Coq Sportif. C'est là que le sponsoring fonctionne. Car vous regardez la F1 tous les dimanches, que vous vous sentez à juste titre appartenir à cette communauté et cet univers qui vous provoque ce que l'on appelle finalement un biais cognitif vis-à-vis de cette marque. Cela vous donne un certain rapport d'affection et de confiance car après tout, cette marque, vous la voyez souvent et vous y êtes familier, contrairement à Lacoste. Alors moi aussi, je suis passé par ce type de réflexion lorsque je voulais acheter un nouveau bomber en fin d'année 2020 et qu'après avoir regardé les classiques Zara et H&M, j'ai fini par craquer pour un bomber chez AlphaTauri. Heureusement, c'était en solde. Pour aider ce phénomène de se retrouver en position top of mind au moment du choix, il y a aussi un outil puissant et qui peut vous faire directement acheter selon l'affect que vous portez à la F1 et ses acteurs, l'incarnation. Un vêtement c'est bien, mais s'il est porté par le énième mannequin pâle et sans histoire, bof. En revanche, quand vous voyez un Pierre Gasly, là l'histoire elle est différente. Sans vous prendre pour qui vous n'êtes pas, vous vous identifiez et vous projetez mieux dans ces vêtements. Et encore plus fort, et c'est ce que font de plus en plus de marques, les collabs. Lewis X Tommy par exemple, c'est un excellent moyen de faire acheter du Tommy Hilfiger, qui était une marque vieillissante, à un jeune public à travers les créations d'un de leurs idoles. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à vous être offert un peu exceptionnellement un produit diablement cher de la collection de Lewis Hamilton pour la simple raison que c'est Hamilton, c'est la F1 et c'est stylé. Et vous avez totalement raison, les pilotes de F1 sont des figures publiques inspirantes et que l'on veut imiter quelque part. Est-ce que vous êtes allé ensuite acheter des produits Hilfiger hors de la collection d'Hamilton? Je sais pas, mais en tout cas, ça, on est sûr que c'est un des buts recherchés. Bref, les marques qui sponsorisent en F1 et dont les produits sont susceptibles de vous intéresser ne veulent pas forcément vous le vendre de manière directe, mais veulent se placer en position top of mind, au-dessus de la pile, lorsqu'il faudra décider et faire un choix. Et c'est finalement très positif, car vous allez prendre une marque qui signifie émotionnellement, véritablement quelque chose pour vous, au lieu de prendre une marque lambda qui finalement est remplaçable. Car oui, c'est aussi l'autre grande fonction du sponsoring, raconter une histoire et montrer les valeurs d'une marque à travers un sport. Toutes les marques qui sont en F1 veulent d'une manière ou d'une autre s'approprier toute ou une partie des valeurs qui font ce sport. La rapidité, la précision, l'innovation, l'exception, la grandeur, le danger, les risques, la victoire, etc. etc. bref, j'en passe. C'est notamment le cas de l'horlogerie qui partage beaucoup de points communs avec les sports mécaniques en termes de valeur. Rolex veut écrire et raconter son histoire et montrer à travers son implication en F1 sa précision et son exception par exemple. Je suis sûr qu'il y a d'autres trucs aussi.
Et c'est probablement ce discours que nous retiendrons, nous, fans de Formule 1, plutôt que la fameuse phrase totalement idiote que si l'on ne possède pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Richard Mille rigole très très fort au fond de la salle. C'est ce que l'on appelle le transfert de valeur. On va associer naturellement les valeurs qui font la F1 aux marques qui y sont présentes et on leur accordera beaucoup plus de sympathie et de crédit qu'à d'autres qui n'en font pas partie. Mais cela dépend évidemment de votre implication émotionnelle dans le sport et elle est propre à chacun. Et puis ça fonctionne pas non plus pour toutes les marques. Au-delà de l'argent et de la visibilité, la très grande majorité des entreprises qui investissent en F1 ou dans la carrière de jeunes pilotes par exemple sont généralement plutôt passionnées par le sport auto comme vous et moi. Et grâce à elles, on a des voitures et des pilotes chaque week-end pour notre plus grand plaisir. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des entreprises de l'industrie du tabac et de leur rapport avec la F1. Et vous le savez probablement, mais les deux plus grandes entreprises de tabac sont toujours présentes en Formule 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des marques dont vous voudriez que je parle pour comprendre leur implication en F1 et leur impact aussi sur les disciplines. À vous dans les commentaires.